Bienvenue au Polysécure, un épisode un peu plus grand public. Je suis avec Laurane. Bonjour Nicolas Loïc, bonjour à tous. Ça va bien? Très très bien, merci, j'espère que vous aussi. Oui, ça va très bien de ce côté-ci aussi. Donc, suite au premier chapitre qu'on a abordé lors du premier épisode, on va suivre la séquence du livre, donc les dangers. Et je me suis rafraîchi un peu dans le livre dernièrement, fait que c'est un peu effrayant ce qu'on peut y lire. J'espère qu'on va essayer de véhiculer quand même l'important, l'essentiel du message sans vous faire peur comme auditeur et de nous amener dans les chapitres suivants qui vont être plus au niveau de la protection des moyens qui sont à votre disposition pour vous amener à peut-être mieux contrôler votre information qu'on a vu les données en premier épisode, maintenant les dangers qui sont associés et on va suivre en ce sens-là. Donc, tu commences assez en mettant la table sur qu'est-ce que le sentiment de sécurité. Oui, effectivement, il est vrai que la plupart des dangers que l'on connaît ou pour lesquels on est éduqué, ce sont des dangers qui sont visibles, physiques, euh, qui nous font peur parce qu'on en a eu des aperçus, soit réels, soit imaginés. Mais il y a des dangers qui sont devenus complètement invisibles et des outils qui nous procurent du coup des faux sentiments de sécurité. Et comme le dit le premier élément de ce deuxième chapitre traitant des dangers, le sentiment de sécurité, c'est justement le premier des dangers. Pourquoi? Parce que se sentir en sécurité derrière un écran qui est connecté à plus de 4 milliards d'individus, c'est une erreur monumentale. Parmi ces plus de 4 milliards d'individus, il n'y a pas que des personnes bienveillantes, il n'y a pas que des personnes comme la majorité qui ne savent pas particulièrement bien utiliser Internet ou autre. Et cela fait du coup de ces personnes-là des cibles absolument parfaites. Pourquoi? Parce qu'elles ne se méfient pas. Parce qu'elles se disent, je suis chez moi, ma porte en bas est fermée à clé, je suis en sécurité, je suis devant mon écran, tout va bien, il ne peut rien m'arriver. Or, c'est tout le contraire. Cet écran, c'est vraiment le cœur du danger, puisque connecté à des individus qui ne sont pas bienveillants pour autant. Vous êtes une cible parce que vous ne vous méfiez pas de ce qui peut se passer à travers ce simple outil. Ça peut aller de la collecte de données personnelles pour voler votre identité à du harcèlement, voire à une façon de vous atteindre physiquement. Vous pouvez être ciblé parce que certains cybercriminels ont repéré des vulnérabilités dans votre comportement, dans vos recherches, et le transformer en une agression physique. C'est effectivement cette perception-là, puis de la façon, l'humain, comment il est constitué, on a une lecture du danger dans le monde physique qui ne se transporte pas très bien dans le monde virtuel sur Internet, puisque on n'a pas les mêmes indicateurs, la même sensibilité. Tu fais référence aussi que les gens vont avoir tendance, surtout ceux qui s'y connaissent moins, à juste occulter littéralement ce danger-là. Donc, ça amène à un plus grand danger d'ailleurs pour ces personnes-là, parce que le fait d'ignorer un danger l'amplifie de façon démesurée. Puis on le voit bien avec toutes les tentatives d'extorsion chez les personnes âgées qui sont justement plus vulnérables parce que plus ou moins habitués à ce genre de choses-là. Et ils ignorent, ils comprennent pas, ils tassent de la main, ils disent non, ça me touche pas. C'est ça, ça me touche pas, ça me touche pas, mais aussi je ne cherche pas à comprendre davantage parce que ça m'a l'air trop compliqué, donc je n'y intéresse pas plus que ça. Je fais ce que j'ai à faire sur mon écran, je vais consulter mes mails, je vais consulter mes comptes, point barre. Mais rien que ça, en fait, est déjà en soi quelque chose qui expose les personnes. Énormément. De toute façon, le numérique, on est tous propulsés au même projetés dedans de façon involontaire ou forcés par nos entités publiques qui eux-mêmes nous balancent dans cet univers-là, malgré, contre notre gré, si on veut. Là. Donc, juste par souci d'efficience et d'économie, donc on est comme, faut avoir l'espèce d'hygiène de base, de la connaissance minimale. Au même titre qu'on avait appris, que nos ancêtres ont appris à se sauver d'un serpent dans la savane, c'est important d'apprendre à se méfier justement des dangers qui se présentent sur Internet.
Tout à fait. La différence J'aime bien qu'effectivement ton sourire sur le. bah, le serpent, lui, on le voit, on sait qu'il peut mordre. Nos anciens ou notre famille a pu nous raconter qu'ils ont été mordus à un moment donné par un serpent ou que quelqu'un qu'ils connaissent a été mordu et en est mort, etc. Or, Internet, c'est tout cet univers de flou, de zone grise, de quelque chose que l'on ne tient pas entre les mains, c'est pas palpable, c'est pas visuel dans l'immédiat. Et effectivement, l'exposition, enfin, est assez, enfin, procure un sentiment un peu particulier et ça ne déclenche pas les réflexes de fuite que l'on peut avoir face à un danger classique. Et on est aussi propulsé, comme vous l'avez dit, dans cet univers de manière forcée, surtout pour les personnes d'un certain âge et même des personnes des générations plus jeunes qui aimeraient ne pas y être aussi aussi intégrées. Or, les administrations de la plupart des pays occidentaux, on va dire de tous même, forcent maintenant à passer par Internet ou différents réseaux pour certaines démarches et cela conduit du coup des personnes qui ne veulent pas et d'autres qui ne savent pas à des dangers tout à fait nouveaux et contre lesquels, bien sûr, ils ne sont pas préparés. Et à côté de ça, on a aussi le fait que certaines administrations qui poussent à cette utilisation ne savent pas non plus sécuriser correctement réseaux et données. Et mais là, c'est encore un autre débat. C'est effectivement un autre débat, puis c'est parce qu'ils sont quand même fiduciaires de nos informations. On devrait justement mettre des lois pour les rendre plus responsables. Le RGPD a réussi en partie, mais j'ai l'impression pas au complet. Suivant avec le point suivant, puis il est très important, puis d'ailleurs, c'est même crucial dans énormément des discussions. C'est pas grave, j'ai rien à cacher. Cette phrase-là, moi, me tue parce que c'est littéralement inexact, mais je vais te laisser en parler un peu. Là. C'est pire qu'inexact, on est bien d'accord. Hein, ça file de l'urticaire à n'importe quelle personne qui a une petite conscience de ce qui peut s'y passer. Le je n'ai rien à cacher, c'est la phrase de pseudo-défense, on va dire, de toute personne qui estime ne pas avoir d'informations à protéger ou qui se dit ah je vis dans les règles, je n'enfreins pas les lois, donc je n'ai rien à cacher, je vois pas pourquoi est-ce que je protégerais ma vie privée. Euh, c'est complètement antinomique parce qu'on a tous quelque chose, pas forcément à cacher, mais à protéger, et ça s'appelle l'intimité. Si vraiment vous n'avez rien à cacher, bah écoutez, moi je veux bien mettre une caméra dans votre chambre à coucher, dans vos toilettes, dans votre salle de bain, et puis donnez-moi aussi tous vos codes de réseaux sociaux, carte bleue, etc. Et puis on verra si vraiment vous n'avez rien à protéger finalement. Et même si à ce niveau-là, la personne faisait le choix de dire OK, pas de souci, vas-y, ce n'est pas non plus parce que cette personne-là n'a rien à protéger ou ne veut pas se protéger que les autres personnes euh, n'ont pas des choses justement à protéger. Donc défendre le droit à la vie privée, défendre l'intimité de tous, finalement, c'est une affaire qui ne concerne pas que soi, euh, mais bien soi et les autres et notre rapport aux autres. Tout à fait. Puis d'ailleurs, moi, je trouve qu'en français, on a une mauvaise traduction du terme anglais qui est privacy. En français, on traduit ça par vie privée. C'est un peu inexact. J'aime beaucoup l'usage de intimité parce que c'est vraiment ça qu'on veut protéger et non la vie privée parce que il y a des éléments de ma vie privée que ça me dérange moins de pas cacher. Et d'ailleurs, de cacher, c'est parce que ça aussi, c'est une drôle d'usage parce que si on cache pas quelque chose, c'est comme si on voulait cacher un crime ou cacher quelque chose qu'on est gêné ou qu'on ne veut pas montrer publiquement. La réalité, c'est pas qu'on veut cacher, c'est qu'on veut protéger. Puis j'aime ça aussi, j'aime énormément ton approche là-dessus, sur le fait que on désamorce cette espèce de discussion que j'ai rien à cacher. Puis de toute façon, ceux qui ont vraiment rien à cacher sont à Big Brother. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment voulu aller dans un univers ultra exposé, ultra à nu devant la caméra. Et c'est là où justement qu'on voit que la plupart des gens ne sont peut-être pas disposés à être aussi à nu devant la caméra parce que c'est un peu atroce ce qu'on peut ce qu'on peut y constater là.
Tout à fait. Après, il faut pas oublier qu'en général, pour se rendre compte de l'importance d'une liberté, il faut en être privé à un moment donné. Hem et l'intimité, c'est un droit qui est extrêmement précieux et on a oublié que certaines personnes en étaient complètement privées. Et c'est au nom de la liberté de ces personnes-là, ne serait-ce que ces personnes-là, qu'il faudrait le défendre parce qu'aujourd'hui, des choses que l'on fait dans notre intimité sont des choses qui peuvent être punies de mort dans certains pays. Donc ça va au-delà de simplement avoir quelque chose à protéger, c'est protéger aussi la vie de personnes qui ont besoin de ce droit à l'intimité. Absolument. Puis d'ailleurs, on a vu certains problèmes, en tout cas dans des régimes moins favorables à la liberté, ou même des changements de régime, parce que là, on est content, on vit dans un monde qui est libre, ou en tout cas une certaine liberté. Du jour au lendemain, ces libertés-là peuvent disparaître. On peut regarder ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, où du jour au lendemain, les libertés individuelles ont cessé. Et même l'information sur les cartes d'identité a été utilisée contre les gens et contre eux-mêmes pour les amener à une solution un peu très, très triste là, dans ce qui s'est passé. Donc, c'est ça, il faut faire très attention à ce degré-là de ce qu'on partage volontairement et surtout ce que l'État veut qu'on partage volontairement aussi. Donc, il y a des discussions très importantes à avoir de ce côté-là. Euh, Suivons avec la section suivante qui est choisir papier numérique. C'est très intéressant parce que puis c'est là, moi, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont liées avec cette section-là, puisque j'ai tendance à numériser énormément mes documents, mais il y a un danger à l'extrême numérisation, comme il y a un danger aussi à mal protéger son papier. Ah, alors la question effectivement, des documents que l'on est obligé de garder, pour, sa retraite ou des choses comme ça se pose beaucoup. Alors surtout en France où c'est un pays où l'administration, est pire que développée, ça devient presque une gangrène qui empêche, le pays de tourner. Néanmoins, on est obligé de garder massivement, certains documents, et la question se pose aujourd'hui, de la forme de cette conservation du document. Alors, on rappelle souvent qu'il faut bien garder les originaux, et cetera, mais un original est bien sûr exposé à un vol, la destruction, et cetera. Les maisons qui brûlent, les dégâts des eaux, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, numériser ces documents importants, c'est effectivement essentiel, mais il faut aussi savoir protéger la copie numérique de ces éléments. Donc, on ne peut pas faire que du tout numérique ou du tout papier. C'est vraiment un équilibre en fait à trouver entre les deux. Alors, déjà, on protège bien sûr ces documents sous format papier en mettant dans une boîte particulière avec une clé. Il faut comprendre que les accès non autorisés à des données, ça se passe aussi sous forme physique. Donc c'est dans un coin, dans un bureau personnel plutôt inaccessible de préférence. Et puis une boîte, si elle peut résister à la chaleur et être étanche, c'est toujours mieux. Mais ces copies qui vont être, enfin, comment dire, ces originaux, pardon, qui seront copiés et numérisés, peuvent être conservés de différentes manières. Beaucoup vont conserver sur le cloud. L'avantage du cloud, c'est que même si notre ordinateur ou nos disques durs disparaissent d'une manière ou d'une autre, on pourra toujours accéder à ces documents. Mais à côté de ça, on a quand même une exposition à d'autres risques qui sont bien évidemment les risques de vol sur ces clouds ou d'ailleurs, comme ce qui s'est passé chez OVH, on peut avoir un problème avec le data center de base où on a vu disparaître du coup un grand nombre de données qui n'avaient pas été sauvegardées autrement que, que chez eux. Alors, le cloud, c'est pas ma solution préférée. Je préfère, à titre personnel, donc la conservation des documents originaux et une base externe, donc clé USB, disque dur, carte SD, quelque chose qui sera ailleurs, bien évidemment, que les copies papier. Donc pas dans le même bureau, dans l'idéal pas dans la même maison et sécurisé avec un chiffrement, bien entendu. Et puis conservé de manière voilà sécurisée ailleurs et entre de bonnes mains. Surtout entre de bonnes mains, parce que les copies physiques, même s'ils sont protégés par chiffrement, peuvent toujours finir par céder d'une façon ou d'une autre. Donc, Bien sûr. c'est un élément très important. Cet élément-là aussi, le OVH a été, je pense, rendu bien des gens tristes.
qui s'appuyaient là-dessus pour soit fonctionner de façon primaire et n'avaient pas de sauvegarde des informations qui étaient chez OVH. Donc, eux ont littéralement tout perdu dans l'incendie qui a eu lieu à ce moment-là. Donc, c'est un sévère rappel au niveau global, autant pour les utilisateurs personnels que les utilisateurs corporatifs, les sociétés de devoir faire attention à ce genre de choses-là, que l'information numérique, même si elle est facile à répliquer, il faut la répliquer et de façon consciente, délibérée et sécurisée dans ce cas-ci. Donc, c'est très, très important, surtout que maintenant, la plupart des documents ne sont que numériques, donc on se retrouve avec doublement le problème. L'original étant numérique, on se retrouve avec des solutions, des questions de droit. Là. On n'est pas dans un épisode qui va discuter sans approfondir ça, mais il y a vraiment des notions de droit très importantes à considérer dans quelle est la copie originale. Puis ces lois-là sont différentes d'un pays à l'autre aussi. Donc, de faire très attention comment l'original maintient sa valeur d'original une fois qu'il est numérisé ou qu'il est transformé dans un médium ou dans un autre. Coffre-fort sécurisé, oui, effectivement, c'est toujours bien. Je suis pas sûr que tout le monde fait ça. Ça serait peut-être Il faudrait, il y a aussi la question de la régularité. Alors, autant le cloud, par exemple, c'est très pratique parce qu'on peut automatiser les sauvegardes. Je suis bien d'accord, surtout pour les entreprises. Autant les sauvegardes de notre ordinateur personnel, etc., quand on ne veut pas s'en remettre en cloud, il faut absolument prendre le réflexe, on va dire, aller hebdomadaire dans l'idéal, de sauvegarder ça sur sa petite clé ou son petit disque dur et de le remettre à l'endroit de conservation prévu. Oui, de toute façon, le cloud a ses risques aussi. De toute façon, puis il y a des risques de fuite aussi si c'est mal sécurisé, tout dépendant du fournisseur qu'on a. Puis là, c'est ça qui est difficile pour les gens non spécialisés de savoir qu'un fournisseur protégera adéquatement ou pas son information. C'est un enjeu très, très complexe à traiter. On n'a pas encore de balises ou d'éléments comme ça. Est-ce que la CNIL ou l'ANSSI fournit des balises comme ça? Je sais que nous autres, on n'en a absolument aucune. Il me semble que oui. Après, c'est vrai que je ne suis pas particulièrement ces dernières informations. Néanmoins, pour cette question de cloud, il faut bien se rappeler que les plus grands fournisseurs sont aussi ceux qui sont les premiers à être victimes de tentatives d'attaque ou autres. Donc voilà, c'est tout un jeu d'équilibre finalement dans lequel on se retrouve et on est amené à faire ses propres choix. Et pour ça, il faut arriver à avoir toutes les clés en main pour faire les bons choix, ceux qui nous correspondent le mieux. C'était d'autant plus difficile. Basculons au sujet suivant. Puis là, dans le fond, c'est une série de sujets très intéressants. Là, suis-je sur écoute? En quelle mesure on est écouté et par quoi surtout? Ah, suis-je sur écoute? Pour être sur écoute, on va dire qu'il faut vraiment sur écoute, il faut être quelqu'un qui intéresse le renseignement, soit de son propre pays, soit de services étrangers. Ou d'entreprises étrangères. Donc, il faut quand même avoir quelques comportements, quelques informations un peu particulières. Néanmoins, chacun peut être sur écoute de différentes manières, soit de façon accidentelle, c'est-à-dire que les assistants vocaux que je bannis complètement, qui n'entrent même pas d'ailleurs dans ma maison, peuvent être déclenchés par exemple par erreur, en croyant être appelés ou autre. Il y a aussi des failles de sécurité qui sont régulièrement réveillées sur ce type d'assistants. Et puis, il y a les véritables écoutes qui peuvent être déclenchées alors de manière très encadrée tout de même en France. Je connais un petit peu moins les législations d'autres pays, mais il suffit en fait d'être en contact avec certaines personnes jugées dangereuses d'une façon ou d'une autre pour finalement se retrouver dans le cercle qui va intéresser, qui va nécessiter, déclencher des écoutes. Et quand on sait que d'après certaines études connues de tous, nous sommes séparés que par entre 4 et 6 individus de tout autre individu dans le monde. Finalement, le cercle se referme très vite autour de soi et nous pouvons tous faire l'objet d'une écoute, quelle qu'elle soit, intentionnelle ou pas.
C'est ça, surtout les assistants personnels. Il y a eu des cas assez critiques d'ailleurs d'informations qui ont circulé, envoyées par erreur, mais en même temps, là, si on parle justement de failles ou de problèmes de conception, c'était pas volontaire. Il y a eu aussi tout le volet du fait que ces compagnies-là le sont tous, là, Apple, Microsoft, Alexa et Google, pour nommer les quatre grands joueurs des assistants personnels, vont utiliser des humains pour écouter des segments qui sont mal interprétés par la machine. Donc, nécessairement, ces informations-là sont mises dans les oreilles de gens qui sont pas nécessairement bien contrôlés. Tout à fait. Alors, ce sont principalement des dresseurs d'intelligence artificielle, entre guillemets, hein, comme on les appelle, à qui on confie certaines bribes de conversation, pour les étudier, et travailler avec la machine pour la perfectionner. Or, on se rend compte que de simples petites, données suffisent, en fait, à identifier des personnes. Ce qui expose véritablement, chaque personne qui est enregistrée à un moment donné par, son assistant vocal. Oui, c'est d'autant plus troublant que les gens ne sont pas conscients de ce degré d'utilisation-là, de ce genre d'outils-là. Justement, quand une conversation anodine se trouve être enregistrée par erreur par ces appareils-là, puis des anodines, peut-être pas tout le temps, des fois, c'est peut-être des secrets commerciaux qui se discutent, c'est peut-être des éléments là, plus sensibles qui peuvent se discuter, et puis là, se retrouver dans ce genre de genre de choses-là. Vous savez, l'espionnage industriel aussi, ce qui est énormément utilisé pour ce genre de bidule-là. Tout à fait, il y a une grande part d'ombre, en fait, sur ces assistants-là. C'est pour ça qu'en l'état actuel des choses et de nos connaissances qui sont finalement assez réduites en tant que simple consommateur, il faut en être conscient. Je déconseille clairement leur utilisation. Oui. Euh, le suivant avec l'autre section, c'est suis-je tracé au quotidien, la géolocalisation, ce qui permet de savoir où nous sommes, quand nous sommes dans ces endroits-là. D'ailleurs, pour mettre dans l'actualité, il y a eu un article qui est paru aux États-Unis, je crois, sur le fait que des données qui étaient supposément anonymisées chez un fournisseur de rencontres pour les homosexuels a déclaré un prêtre, justement, qui a dû démissionner suivant l'amalgame de ces informations-là. Donc, ils ont été capables de le tracer sur des banques de données, des data brokers qui ont réussi à remonter jusqu'à cet individu-là. Ça, c'est un cas extrême, mais dans la réalité, c'est qu'on est effectivement suivi par notre appareil, suivi dans les choses et c'est utilisé. Il y a tout un équilibre à trouver là-dedans, qui est assez délicat entre ce que l'on souhaite, ce que l'on sait, ce que l'on ne veut pas et ce que l'on ne sait pas. Euh, j'ai déjeuné l'autre jour avec une amie qui est une grande dame de la presse francophone, et elle m'a montré sur son téléphone comment dire, que son mari avait accepté d'être géolocalisé en permanence, ainsi que son fils, tout comme elle-même. J'ai été plutôt scotchée par le fait que chacun d'entre eux consciemment avait accepté d'être géolocalisé en permanence, à la fois donc par les membres de la famille, mais ce qu'ils savent moins, c'est toutes les collectes de données, de ces données de géolocalisation qui sont faites et qui sont utilisées d'une manière qu'ils ignorent totalement. Dans ce que l'on ignore, c'est tous ces cookies, ces traceurs, etc., qui sont déposés sur nos téléphones, et la manière aussi dont le téléphone communique des données, euh, et qui sont transmises à des boîtes dont la plupart d'entre nous ignorent l'existence. Ce sont principalement des data brokers, effectivement. Des données qui sont corrélées avec d'autres données qu'ils possèdent et que l'on ignore qu'ils possèdent, et qui finalement finissent par dresser des profils de nous avec une précision extrême et dangereuse, surtout très dangereuse. On en arrive à des situations comme ce prêtre qui a dû démissionner pour quelque chose qui n'était pas illégal, mais immoral, pour le coup. C'est pas forcément une situation extrême d'ailleurs, parce que ce sont des choses qui se vérifient de plus en plus souvent et qui vont finir par mettre la vie de personnes en danger directement.
Oui, puis là, lui, c'est pas eu de danger, mais on est plus dans un univers maintenant de menaces de mort beaucoup plus régulières ou d'espèces de virulence publique, ce que le confinement semble avoir accentué énormément. Donc, justement, d'avoir ces informations-là qui sont d'autant plus faciles, la géolocalisation de nous tracer, ça devient de plus en plus effrayant de savoir qu'on est capable de nous retrouver à tout moment et que nos habitudes sont surveillées aussi. Là. Je crois que c'est dans cette section-là que tu fais référence au traçage dans les centres commerciaux, les centres d'achat où justement ces centres-là, puis on a des scandales canadiens aussi, ce genre-là. Fairview a ça dans ses centres d'achat avec des caméras de reconnaissance faciale, les autres dans leur cas, ce qui est d'autant plus brutal et désagréable, avec des petites notices. C'est vrai qu'à la fois l'émergence, du numérique, la création d'un pseudo-anonymat sur internet et l'ajout du confinement a développé une forme de violence, heu, à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Donc l'idée, c'est de se protéger davantage, mais déjà aussi de savoir, comment le faire et pourquoi. En termes de géolocalisation, l'exemple des centres commerciaux est assez flagrant. Alors imaginez par exemple que vous, finissez une journée de shopping avec une amie, vous vous posez un café avec tous vos sacs et cetera et puis un inconnu en costume sombre, lunettes noires, s'assoit à côté de vous et commence à vous dire exactement tout ce que vous avez fait au cours de cette journée de shopping, tout ce que vous avez acheté, le nom des boutiques dans l'ordre, ce que vous avez regardé plus de temps que d'autres, etc., combien vous avez dépensé. À écouter ce type, vous allez fuir en courant, porter plainte, etc. Mais parce que c'est visible. Et là, encore une fois, la menace, en vérité, elle est invisible. En vérité, ça se passe. C'est exactement ce qui se passe, sauf que vous ne le savez pas, ou alors vous êtes informé par une petite affichette et c'est rapidement occulté. Mais votre téléphone, tout comme d'ailleurs les données de votre carte bancaire et autres, sont récupérées, utilisées, euh, corrélées finalement et complètement à votre insu. Alors la CNIL a tapé un peu du poing sur la table récemment pour rappeler à ces enseignes-là que l'information aux personnes concernées était obligatoire et qu'une simple affichette, eh bien, ça ne suffisait pas. Néanmoins, qui va vraiment prendre le temps, même si l'affiche faisait 3 mètres de haut par 4 de large, de s'intéresser à ce que son téléphone communique en temps réel lorsqu'il fait les courses. Et dans cette partie-là justement de mon livre, j'explique aussi que certains téléphones, même quand on coupe la géolocalisation, ils continuent de communiquer et d'envoyer des données de géolocalisation très précises avec un numéro, euh, le numéro MAC, donc qui est impossible à changer sauf à rebooter l'appareil. Et du coup, on se dit finalement qu'il vaudrait mieux aller faire son shopping sans son smartphone. Entre autres choses, puis d'ailleurs, ça c'est une belle suite pour la section suivante. Quelle sécurité faut-il choisir dans un contexte où les gens font justement je dirais un terme anglophone, un trade-off, font un échange de convivialité versus en échange de leurs informations. On voit, c'est la base même du commerce de Facebook, mais de façon, dans la vie quotidienne, justement, le fait d'avoir un avertissement beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant, les gens vont souvent passer à côté et vont rien y faire. Donc, on est dans un contexte où on n'est plus placé pour faire un choix éclairé. En tout cas, on veut pas faire le choix éclairé. C'est peut-être ça le problème. Puis aussi, on a de niveau social. Puis là, j'aime bien que tu aies cité un des pères fondateurs américains, c'est-à-dire si on abandonne notre liberté pour un peu de sécurité, ben on ne mérite ni un ni l'autre, puis on va perdre les deux de toute façon. Fait que, est-ce qu'on est C'est dans une ça. société qui justement amplifie ce besoin de sécurité-là, d'un côté par un parent qui est l'État, et au coût de ce qu'on perd en termes de liberté individuelle? Alors effectivement, Benjamin Franklin, dans un tout autre contexte, hein, on est bien d'accord, déclarait ce que tu as dit, hein, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est extrêmement vrai dans le sens où notre rapport au danger, notre rapport à la mort a beaucoup évolué pour atteindre le zéro risque, le zéro mort. C'est la manière d'ailleurs dont on vit le décès des personnes âgées, etc., en dit long sur ces perceptions-là.
Le fait que ce rapport-là, ces inquiétudes-là soient amplifiées, finalement de manière artificielle, je dirais, est une façon de pousser les sociétés à plus d'acceptabilité d'outils de surveillance qui, en vérité, n'ont absolument pas fait leurs preuves en matière de sécurité. C'est utilisé de manière pratique après l'attentat, l'agression, le crime, mais avant, ça n'a quasiment jamais été utile. Et pourtant, on développe encore, on va vers plus de restrictions et privations de liberté, on empiète sur les libertés individuelles sous ce prétexte-là, et on n'en a toujours pas la preuve de son efficacité. Donc finalement, les personnes restent convaincues que je n'ai rien à cacher, donc oui, j'accepte d'être soumis à la reconnaissance faciale pour aller dans tel endroit, sous prétexte de se sentir plus en sécurité, mais on oublie qu'à côté, si ces personnes-là mettent justement de côté un bandeau noir sur une part de leur liberté individuelle à se rendre quelque part sans que la terre entière le sache, notamment l'État. La personne qui veut commettre un crime, la personne qui est recherchée ou autre, qui du coup est informée de la reconnaissance faciale à cet endroit, est capable de la déjouer. Non, on est dans un univers où justement on se voile la face sur le fait que ces mesures-là sont réellement efficaces, c'est-à-dire qu'on a autorisé. On l'a vu, Snowden là, d'ailleurs déclaré, il a fuité beaucoup d'informations, ce qui vaut un exil en Russie présentement. Mais cela demeure que ces engins-là, tu faisais référence dans ton livre à la NSA, entre autres, mais ces grands organismes-là qui sont ultra spécialisés dans la collecte et l'analyse à données, eux partent en fou et ils ne font ça parce que c'est leur mission. Normalement, tu as toujours une entité civile qui vient mesurer et baliser l'usage et la fonction de ces organismes-là. Et de toute apparence, dans le cas que Snowden a relaté, ces agences publiques civiles n'ont pas agi de garde-fou justement pour éviter que ces organismes s'emballent et aillent trop loin, justement, empiète énormément sur nos libertés individuelles. Ça aussi, c'est assez effrayant ce qu'on peut lire dans le livre de Snowden, à quel point on est traqué énormément, puis d'ailleurs, peut-être pas de façon très sécuritaire non plus. Si lui a été capable de faire fuiter cette quantité d'informations-là, et d'ailleurs, la NSA et la CIA ont eu d'énormes fuites aussi. Donc, c'est très, très, très épeurant pour notre intimité. Ce qui est effrayant, c'est qu'on a surtout laissé faire la mise en place de tous ces mécanismes de surveillance. Tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, en fait, c'est à changer les personnes qui tiennent les manettes. Le mécanisme est en place. Vous changez le gouvernant qui va dire « Allez les enfants, c'est fini de rigoler, on y va ». Et on s'aperçoit qu'on avait déjà tout de prêt pour enclencher cette surveillance massive, au-delà finalement de ce que l'on pensait être mis en place pour protéger. Il faut bien se rendre compte que parfois les avis que rend la CNIL en France ou la CNCTR sur les méthodes de renseignement, etc., ne sont pas forcément écoutés. Parfois, ils ont les mains liées. Et que si on a des garde-fous, le dernier décideur, c'est l'État. Il y a toujours une marge de manœuvre qui est préservée au nom de la sécurité nationale ou d'autres intérêts de la nation pour enclencher dans une situation très particulière, pour enclencher ces mécanismes-là. Et finalement, on se rend compte que c'est un jeu d'équilibriste et qu'à un moment donné, l'équilibriste, il va se casser la figure. Et peut-être pas du bon côté. Absolument. Et ça amène aussi à tout le volet de la surveillance globale où justement le Five Eyes, dont le Canada fait partie, qui a été initié par les États-Unis et la Grande-Bretagne et finalement tous les 5 pays dans le fond du Commonwealth, essentiellement sauf les États-Unis, ont décidé de vouloir participer à cet élément-là qui est justement
une source énorme. Et aussi, ce qui fait qui contourne certaines législations locales, c'est-à-dire que comme la plupart des entités ne peuvent pas espionner leurs propres citoyens, mais ils sous-traitent cet espionnage-là à une entité tiers qui n'est pas soumise aux lois locales, justement, et leur permettent d'obtenir l'information qui légalement n'aurait pas le droit d'utiliser. Oui. Il y a l'équivalent européen, le Maximator, que je ne connaissais pas, là, que j'ai appris en lisant ton livre. Donc, il y a eu quand même une réponse et une volonté européenne à faire ce genre de choses-là. On va pas se mentir, autant les services de renseignement sont d'une utilité remarquable pour la sécurité de la nation, et il faut être bien d'accord là-dessus, autant les services de renseignement français ont aussi moins de moyens que certains et ont un encadrement législatif beaucoup plus lourd que certains pays. Alors c'est une bonne chose en soi, mais parfois, le côté administratif légal est un petit peu trop lourd pour eux. Enfin, je ne vais surtout pas m'étendre sur le débat, mais on a eu la preuve que la France a déjà demandé à des alliés de donner quelques infos sur des citoyens français que eux ne pouvaient pas récupérer de manière légale. Et ça se fait. La France n'est pas seule, je pense, à fonctionner de cette manière-là. Ce n'est pas non plus régulier. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a des contournements qui sont possibles, qui se font. Et là encore, ça pose la question du fait de savoir quelles données finalement sont accessibles par qui, où, comment, pourquoi, etc. D'où le fait de réduire sa propre exposition personnelle de ces données sur l'univers de la toile publique. Et c'est d'autant plus difficile de réduire cette exposition-là, puisque c'est justement les gouvernements veulent nous amener dans cet espace-là pour qu'on laisse encore plus de traces. Peut-être de façon par inadvertance, c'est pas pour les renseignements eux-mêmes, mais il y a quand même des conséquences sur les éléments de renseignement qui sont liés. Oui, après, personne n'ignore que un gouvernement se méfie toujours un petit peu de sa population. Même s'il a été élu de manière tout à fait démocratique, c'est quasiment naturel de vouloir savoir ce que pense justement la population en temps réel, mais ça c'est plutôt un objectif chinois. Et là c'est même pas sa population, mais c'est le monde entier, tout savoir sur tout le monde à l'instant T. Néanmoins, tout gouvernement a eu ces envies-là, ces besoins-là, et de façon démocratique, c'est bien sûr beaucoup plus difficile de la mettre, mais de façon lorsque le gouvernement n'est pas démocratique, on s'en cache beaucoup moins et du coup, on a des démonstrations à l'étranger de ce à quoi nous sommes en train de tendre en cas de changement brutal de politique ou autre. Ouais, c'est ça, puis on va suivre dans l'ordre de tes sections. C'est ça, la liberté est-elle vraiment menacée? Puis on en parle depuis tantôt. Il y a vraiment un affront important à nos libertés. Où est-ce qu'on perçoit étant nos libertés, puis comment on peut agir dans ce genre d'univers-là? Ma liberté est-elle vraiment menacée? Oui, c'est la 19e question du livre. La question, elle est à la fois personnelle, mais elle doit aussi être traitée de manière collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, j'autorise, c'est Hobbes, hein, il me semble, qu'il avait développé dans le Léviathan, par rapport au fondement de l'État. J'autorise cet homme ou cette assemblée, je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même. Aujourd'hui, quand on vote pour, c'est souvent un non-choix de nos jours, c'est exactement ce que l'on dit. On donne à l'État l'autorisation, le droit de nous gouverner nous-mêmes. On abandonne ce droit-là, mais on oublie que depuis bien longtemps, il y a énormément de choses que l'on ignore, qui se font de façon plus ou moins contrôlée, plus contrôlée dans les pays démocratiques et totalement incontrôlée dans les pays non démocratiques, et que l'on abandonne
de plus en plus de droits au point de mettre sa propre liberté en danger et surtout par rapport à la question, des données justement, heu, en mettant de côté l'importance, des données personnelles, de leur protection, en disant: «Je n'ai rien à cacher», on expose en fait sa liberté individuelle, quitte à la jeter en pâture à des sociétés que l'on ne connaît pas, à des États qui peuvent changer de nature, pas d'un moment à l'autre, mais si, ça devient possible hein, de façon brutale dans des pays occidentaux, euh, au point de vraiment devoir réfléchir aujourd'hui euh, à la manière dont on s'expose et donc des armes finalement que l'on donnerait à un gouvernement ou à une entreprise qui pourrait se retourner contre nous. Que ça aille simplement de la photo de soi sur une moto que l'entreprise va traiter, catégoriser du coup la personne comme une personne à risque et la discriminer sur ses droits pour avoir une assurance qui serait du coup plus chère par rapport à celle d'autrui, jusqu'à des situations beaucoup plus dangereuses, voire dramatiques pour les personnes. Oui, puis ça mène aussi à l'autre question sur l'intelligence artificielle, qui est quand même un certain danger pour nos données, puisque ces moteurs-là, en tout cas le machine learning, sont gobent énormément de nos informations justement pour être raffinés, mais en même temps sont non discriminants sur l'information qu'ils manipulent sur nous. Ils peuvent mener à peut-être des décisions non voulues. Effectivement, il y a 2 aspects, sur l'intelligence artificielle qui sont essentiels à connaître. C'est d'une part que, pour la perfectionner, elle a besoin d'une quantité absolument, gigantesque, de données pour apprendre par elle-même, mais, heu, sur certaines formes d'intelligence artificielle, je dis bien intelligence artificielle entre guillemets puisque, nous savons tous que l'intelligence artificielle n'existe pas, mais on va quand même l'appeler comme ça. Hem, elle peut apprendre des choses automatiquement. Hein, c'est le principe de l'IA et discriminer des éléments qui n'étaient pas du tout prévus au départ. Et en ce moment, on a de grands débats en Europe sur la manière dont il faudrait en encadrer les usages. Parce que oui, elle est extrêmement précieuse, elle est utile. La détection de cancer du sein, par exemple, ou autre, peut clairement sauver des vies. Néanmoins, elle peut aussi se révéler dangereuse en discriminant une partie de la population pour X raisons que l'on ne comprendrait pas nous-mêmes en tant qu'êtres humains au premier abord. Effectivement, c'est des enjeux très complexes qui ont des risques inconnus encore. On a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur justement que ces moteurs-là discriminent parce que les données qui ont servi justement à les dresser ont été inexactes parce qu'ils représentent les biais ou les préjugés qui sont des concepteurs de ces algorithmes. Fait on a déjà un problème. Donc ça, c'est déjà grave et on a aussi en certaines mesures, une confiance aveugle dans ces appareils-là. Puis là, on parle même pas d'intelligence artificielle, mais des gens vont faire une confiance aveugle avec leur bidule GPS qui les mène jusqu'à aller dans un ravin ou se mettre une voie ferrée et se faire rentrer par un train. Donc, les gens abandonnent aussi une partie de leur jugement critique face à cette supposée intelligence artificielle qui C'est tout le problème serait. effectivement parce que alors comme tu l'as dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle amplifie les biais humains, c'est-à-dire qu'inconsciemment, heu, on a on a créé un biais qui n'était pas prévu, qui va être amplifié, qui va mettre en lumière des discriminations voilà, qui n'était pas tout à fait ce qu'on avait demandé. Mais là, c'est la faille humaine, on va dire, qui ressort et le fait de faire confiance complètement à ces outils-là, qu'on ne comprend pas, pas toujours d'ailleurs, qui est problématique parce que bon, il a déjà été démontré aux États-Unis, par exemple, que en matière de reconnaissance faciale, les intelligences artificielles faisaient des erreurs d'ailleurs et discriminaient les personnes de couleur noire de manière beaucoup plus conséquente que les personnes de couleur blanche. Euh, et
Ce qu'il faudrait arriver à trouver là, c'est non pas se priver, non plus de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Encore une fois, c'est un outil absolument fabuleux, mais c'est d'accepter qu'elle a des limites, d'accepter qu'elle aussi fait des erreurs. Donc il y a son jugement, et il y a aussi celui de l'humain. Donc c'est vraiment coupler en fait, la décision, la doubler, ne jamais, jamais laisser l'intelligence artificielle décider toute seule. Lorsqu'il s'agit notamment, d'ailleurs de priver, une personne de ses droits fondamentaux, comme cet Américain il y a quelques mois qui a passé un petit moment en prison parce que, la reconnaissance faciale avait mal fonctionné pour lui et qu'on l'avait pris pour quelqu'un d'autre. Oui, et dans un autre registre complètement, l'armée américaine est en train justement d'employer ce genre de technique-là pour faire en tout cas de la réponse automatique, ce qui est un peu inquiétant à savoir que maintenant, c'est un algorithme qui a potentiellement la capacité de prendre certaines actions sur des informations de surveillance, probablement inexactes dans certains cas, que l'humain est capable de repérer, mais que l'intelligence artificielle, elle, n'est pas capable de repérer, en tout cas du moins aussi facilement Oui. que l'esprit humain. Et on a aussi une autre problématique, hein, c'est en matière militaire, puisque ce type d'outil est bien souvent, comme internet d'ailleurs, est bien souvent, développé, heu, par et pour l'armée. Heu il y a à peine quelques mois de cela, un drone un drone d'origine turque, une fabrication turque il me semble, a pris, seul la décision, d'attaquer des soldats, en train de se replier et a tué de manière autonome, sans décision humaine derrière. On a franchi là un pas qu'il n'aurait jamais fallu franchir. C'est pour ceux qui n'ont jamais écouté Terminator parce que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Donc, c'est des balises. La science-fiction a cet avantage-là de nous donner des avertissements sur des choses qui nous semblent irréalistes, mais qui finissent par tôt ou tard se réaliser. Donc, c'est très important d'y faire très attention. Tout à fait. Il y a une règle majeure dans le numérique, c'est que la réalité finit toujours par dépasser la fiction. Effectivement. Et on va terminer sur une dernière question que tu avais dans ton livre, l'usurpation d'identité. Et qu'est-ce que c'est et les conséquences? Parce que dans le fond, tu cites un cas très précis dans ton livre, mais il y en a énormément. Ça s'amplifie. On fait juste se regarder au Québec avec la fuite de Desjardins a amené un certain nombre de conséquences de ce côté-là et il y a tout ce qui est dans le marché noir. Oui, je cite un cas particulier, je vais pas donner son nom de famille, mais il serait facile à retrouver. Heu, c'est un homme qui s'appelle Sylvain, qui rentre de vacances, avec son épouse, qui ouvre son courrier et qui voit qu'une société de recouvrement lui demande le remboursement d'une somme de 10 000 €. Heu, lui est persuadé, qu'il s'agit d'une escroquerie. Pour bien faire, il appelle la société en question, pour lui signaler que des faux circulent. Par curiosité, au téléphone, on lui demande le numéro, du courrier et il s'est avéré, heu, qu'en vérité, il devait bel et bien cette somme d'argent-là. Il n'avait bien évidemment jamais fait, d'emprunt à 10 000 €, et il s'est avéré, que c'était une usurpation d'identité. Alors il y avait tout de faux, des fausses fiches de paie, des faux, justificatifs de domicile, mais avec bizarrement la bonne adresse. Hem, la seule chose qu'il y avait de vrai dedans, c'était la photocopie de sa pièce d'identité. Or, nous avons tous à un moment donné fait une photocopie de notre pièce d'identité pour ajouter un dossier ou quelque chose et parfois on les garde dans notre bureau. La manière dont cette pièce d'identité s'est retrouvée dans la nature, c'est pas connu, mais ça peut être soit, une faille, dans une administration, qui détenait, cette copie-là. Ça peut être soit, le fait d'avoir jeté au tri, cette, photocopie, papier, heu, sans l'avoir détruite. Quelle que soit la façon, avec simplement cette photocopie-là, et ça peut se faire avec n'importe quel document simple, hein. On peut faire beaucoup de choses avec un numéro de sécurité sociale, avec même simplement le nom et l'adresse de la personne. Heu et ce monsieur, Sylvain, s'est retrouvé empêtré, dans une affaire qui dure depuis plus de 10 ans pour rembourser en fait cet emprunt qu'il a dû rembourser, hein, puisque la charge de la preuve, était pour lui, donc c'était à lui de prouver qu'il n'était pas l'auteur de cet emprunt. Et il a finalement réussi parce que le cybercriminel a fait d'autres actions qui ont démontré
que, à un instant T, Sylvain ne pouvait pas être présent à ces 2 endroits en même temps, parce qu'il a continué d'utiliser cette identité. Mais ça a duré plus de 10 ans, il a été interdit bancaire, il a eu des ennuis jusqu'au cou et ça a complètement détruit, une partie de sa vie. Et l'usurpation d'identité, elle peut partir de pas grand-chose. Elle peut partir d'une simple, photocopie, d'un document, personnel, enfin contenant des données personnelles, officielles et vous pouvez vous retrouver dans des situations absolument ubuesques. Or, nos administrations, ne sont pas du tout habituées à ce type de situation qui deviennent de plus en plus récurrentes pourtant, et mettent en difficulté des personnes qui n'ont rien demandé et qui sont, complètement démunies face à une situation pareille et se retrouvent coincés de toutes parts. L'usurpation d'identité est peut-être une des pires choses qui puissent se produire d'ailleurs pour quelqu'un en ligne. Ce monsieur peut perdre 10 ans de sa vie pour résorber une erreur comme celle-là. C'est immense. C'est des conséquences très, très graves sur la qualité de vie de la personne. Il y a eu des cas en Amérique, du moins, de vol de maison de cette façon-là, où les titres de maison ont été transférés par usurpation d'identité. Donc, la personne revient de vacances, le même genre de cas, et la maison n'est plus à la personne, elle a été transférée parce que le titre a été transféré. Donc, légalement, la maison n'est plus. Donc, toute la bataille juridique qui doit s'en suivre, elle est monumentale. Puis nos législateurs n'ont pas mis de moyens efficaces justement pour venir tempérer ce genre de choses-là, pour pas que les gens se retrouvent démunis pendant très longtemps, là, parce que là, lui a réussi à s'en remettre, là, mais c'est pas tout le monde qui est capable de se remettre d'une situation comme celle-là malgré tout, là. Tout à fait, mais l'enjeu est là justement, ça va être de donner le moyen, à la justice, et aux administrations du coup, de renverser au moins la charge de la preuve et d'adopter, des mécanismes beaucoup plus, simples pour résoudre ces affaires-là. Absolument. Ça complète l'épisode. C'est encore très intéressant. Là, on embarque plus dans le cœur du sujet, fait que là, les épisodes sont un peu plus longs là, que le premier, entre autres. Très intéressant. On va peut-être commencer à les couper en deux parce que les prochains chapitres vont être encore beaucoup plus intéressants à creuser, à s'amuser avec. Je vous invite à aller acheter le livre. Les informations sont sur le site. Très intéressant. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on discute, puis c'est beaucoup plus comme un livre. Là. C'est pas ad lib comme on fait là. Donc, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. On se revoit environ dans un mois. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas Loïc. À bientôt.